Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu différent de notre habitude. On va essayer de répondre à cette question qui est posée dans l'énoncé. Donc on va établir l'équation d'une onde linéaire, donc qui vaut ceci, euh, avec une onde sur une corde au moyen d'une étude dite dynamique. Donc ça veut dire avec la corde mise en mouvement. On va rechercher à partir de là donc les solutions de la vitesse. On va trouver pourquoi est-ce que la vitesse vaut la racine de f sur mu, avec mu qui est la masse linéique de notre corde, donc d'une onde sur une corde tendue. Alors, on va d'abord commencer par poser quelques hypothèses que j'ai reprises ici. Donc, ça va être une corde parcourue par une onde, seulement la corde, pardon, l'onde est dite linéaire, donc c'est-à-dire que l'amplitude de l'onde, ici, va être très inférieure à la longueur d'onde. Donc ici, lambda, la longueur d'onde. Alors, donc ça veut dire l'amplitude, c'est l'élévation suivant l'axe Y. Hein. Donc, ici, c'est l'élévation maximum finalement. Donc ça veut dire que l'élévation va être aussi inférieure, très inférieure par rapport à lambda, la longueur d'onde. Donc ça signifie pour cela que la corde est peu étirée, parce que si la corde était très étirée, on aurait une amplitude plus grande. Et donc ça signifie surtout que ici, θ et θ plus delta θ, donc les angles, la variation angulaire de l'élévation de cette corde, elle va être très petite. On voit ici sur ce dessin, ces dessins-ci sont un peu des zooms pour vous faire mieux remarquer ce qui se passe, mais en réalité, le θ et sa variation delta θ sont vraiment très petits. Aussi, la force va être constante. Donc ici, c'est deux forces qui sont la tension dans la corde est dite constante. Voilà, donc on a posé nos hypothèses simplificatrices et on va directement passer à ce que j'ai envie de dire au plus beau, au plus drôle. On va démontrer tout ça. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par la seconde loi de Newton qui nous dit, pardon, je bouge un peu trop la feuille, qui nous dit que la somme des forces extérieures est égale à m fois a. Voilà, on va partir de ceci. Alors, sur l'axe on va se concentrer sur l'axe des Y, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, je vais redessiner le dessin de cette corde que vous avez vu à l'écran juste avant. Donc ici, on a une corde, ainsi. Voilà. Donc ici, on a notre force F. Ici, on a notre autre force F. Et donc ici, on a F de X et F de Y. Par ailleurs, ici, on a pareil, F de X. Pardon, elle devrait être un peu plus courte. Voilà. Et ici, F de Y. Voilà. Ici, on a notre angle θ, donc qui est l'angle entre f de x et f. Donc ici, on a pareil, l'angle θ plus delta θ. Donc le gain d'angle finalement durant l'élévation de cette corde. Alors, ce petit bout de corde, on l'appelle delta S, comme sur le dessin que je vous ai montré. Donc ceci, tout ceci, donc avec bien la pente, c'est-à-dire toute cette longueur-ci, pas seulement la longueur jusqu'ici, non, toute cette longueur-ci vaut delta S. Cette longueur-ci, ici, vaut delta X. Voilà. Pardon. Alors, comme on a F ici, F1 et F2 qui sont identiques, donc on l'a vu, la force est constante, c'est ce qu'on a posé comme hypothèse, on va pouvoir faire la somme des forces sur l'axe Y. Donc la somme des forces sur l'axe Y, c'est égal à F fois, ici Fy est vers le haut, du coup on va prendre que c'est positif, donc fois sinus de θ plus delta θ,
C'est bien sinus parce que si jamais θ vaut 0, ben, fy vaut 0, du coup c'est bien un sinus, moins f, ici f de y, ce f de y-ci, sinus de θ. C'est bien un sinus de nouveau parce que si θ vaut 0, f de y vaut 0. Donc voilà. Et on sait que la somme des forces en y, c'est égal à m fois l'accélération suivant y. Alors, je vais tout de suite ici mettre delta m pour signifier que c'est la masse de delta S. Voilà, c'est la masse de cette portion de corde ici qui est soulevée. Voilà, donc voilà ce qu'on peut trouver avec la seconde loi de Newton. Alors, ici, notre delta Y, on a vu qu'il était extrêmement petit. Donc, comme delta Y est extrêmement petit, on peut quasiment dire que delta X est quasiment égal à delta S. Car delta Y quasiment égal à 0, quasiment nul. De nouveau, grâce à nos hypothèses du nom de linéaire et d'une amplitude très faible. Alors, que vaut delta m maintenant? Eh ben, delta m vaut tout simplement delta x fois la masse linéique qu'on a vu, qu'on va devoir se servir parce qu'on va vouloir avoir v égale racine de f sur mu. Donc on a besoin de prendre notre mu. On a besoin de l'introduire. On aurait pu laisser delta m, mais on cherche par rapport à mu. Donc on va prendre cette masse linéique. Et on sait que AY vaut tout simplement la dérivée seconde de notre position suivant Y par rapport au temps. Donc si jamais vous n'êtes pas connaisseur de cette notation, les deux points signifient la dérivée seconde par rapport au temps. Prime prime signifiant par rapport à n'importe quelle dérivée, mais point point signifiant par rapport au temps et exclusivement au temps. Donc, on va réécrire toute notre jolie équation. Hein. Alors, ici on a m, donc mu delta x, bon j'aurais pu écrire dans le même sens, mais soit, c'est pas très grave, fois y point point, est égal à f, je vais mettre f en évidence, donc sinus θ plus delta θ, moins sinus θ. Voilà, donc maintenant on va chercher à se demander comment simplifier tout ce terme-ci. Alors, tout ce beau monde ici, on va d'abord simplifier ce sinus ici. Alors on sait que, je vais l'écrire en rouge, on sait que sin A plus B, c'est égal à sin A cos B plus cos A sin B. Bon, je l'ai écrit en tout petit, mais c'est une formule que vous êtes censé connaître. C'est une formule de trigonométrie très basique et qu'on utilise assez souvent, donc je vous conseille de la connaître, au moins de savoir la retrouver par les formules élémentaires. Donc ceci, on a θ qui vaut A et delta θ qui vaut B. Donc on va simplifier ceci. Ça, je vais écrire ça A, comme ça je ne devrais pas le réécrire à chaque fois. Donc A égale F fois donc sinus θ fois cosinus delta θ plus cosinus θ fois sinus delta θ. Le tout ça, vaut ceci. Donc il nous reste moins sinus θ ici. Moins sinus θ. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Tout simplement parce qu'on sait que, je vais l'écrire en rouge, tout simplement parce qu'on sait que delta θ est très petit. Donc on peut dire que cosinus de delta θ est quasiment égal à 1 et que sinus de delta θ est quasiment égal à delta θ. Vous allez me dire, on pourrait dire que c'est quasiment égal à 0, sauf que c'est une beaucoup moins bonne approximation que delta θ, alors qu'ici à l'inverse on peut le faire avec 1 qui est une meilleure approximation parce que faire par 0, on sait que ça ne vaut pas 0, du coup c'est une approximation qui pourrait paraître juste mais qui est en fait stupide vu qu'on sait que ça ne vaut pas 0. Du coup on va préférer l'approximer par delta θ.
Voilà. Donc, ici, nous allons nous retrouver avec A qui vaut f fois sinus de θ, donc vu que ceci vaut 1, plus cosinus de θ fois delta θ, et ici moins sinus θ. Et donc ces deux termes ici vont s'annuler, vu qu'on a sinus de θ moins sinus de θ. Et donc on va se retrouver seulement avec, on va réécrire notre A plus joliment, donc ici, donc mu delta x fois y point point est égal à f fois delta θ fois cos de θ. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler delta θ et cos de θ. Tout simplement, pour obtenir mu sur f, en fait. C'est pour ça que je le fais. Donc, tout simplement, mu sur f. Donc, on va aller plus loin dans notre raisonnement. On va prendre des deltas. Donc, on va faire, pas une hypothèse, mais on va prendre des deltas infinitésimaux, donc infiniment petits. Donc, on va prendre que delta, on va prendre des d maintenant. Donc on va plus se retrouver ici avec delta θ mais avec dθ. Et ici on va plus se retrouver avec delta x mais avec dx. Donc on va avoir cos θ fois dθ, donc ceci, qui est égal à mu sur f fois y point point fois dx. Et y point point, on va le réécrire sous sa forme dérivative. Donc mu sur f fois dx fois d rond carré y sur d rond t carré. Alors pourquoi d rond? Tout simplement parce que y est fonction de x et de t. Hein. Pour une onde, on le rappelle, donc y est fonction de x et de t. Donc ici, comme on fait une dérivée partielle, il faut indiquer des d ronds pour indiquer que c'est une dérivée partielle. Donc c'est juste une question de notation, c'est pas très important. Si vous me voyez après écrire des dés, ne soyez pas outrés non plus. C'est pas extrêmement important, et puis j'écris très mal les dés ronds entre vous et moi. Vous avez sans doute dû le remarquer. Donc voilà, donc on va aller plus loin. Donc tout simplement on va faire passer notre dx de l'autre côté pour avoir dθ sur dx. Donc cos de θ fois dθ sur dx est égal à mu sur f fois d rond carré y sur dt carré. Donc on obtient que le cosinus de θ fois la dérivée de θ par rapport à x vaut mu sur f, donc la masse linéique, divisée par la force de tension, donc de la corde hein, bien sûr, fois la dérivée seconde de y par rapport au temps, donc l'accélération à y finalement. Et donc on se rapproche assez de ce qu'on cherchait au début. On se rapproche de plus en plus de ce qu'on cherchait au début. Donc ceci, je vais noter 1, parce qu'on reviendra dessus plus tard. Parce que maintenant, on va se poser la question de la simplification plus... d'une simplification encore plus importante. Donc tout simplement on va revenir à notre schéma de base donc, que j'ai fait ici en haut. J'espère qu'on le voit bien. Donc on va revenir à ce schéma-ci et on va se poser la question que vaut delta y sur delta x, du coup que vaut dy sur dx. Alors ici il y a déjà des puristes qui vont crier oui ce sont des d ronds et pas des d, pardon. Voilà. Alors ceci vaut tout simplement la tangente de θ. J'espère que nous sommes d'accord. Pour des trucs infinitésimaux, ici on n'a plus une courbe, on a une droite. Du coup on peut faire que, donc ici on avait θ, donc ici aussi on avait θ. Donc tangente c'est tau A, du coup c'est l'opposé sur l'adjacent, donc l'opposé vaut delta y et l'adjacent vaut delta x. Donc on a bien d rond y sur d rond x vaut tangente de θ. Donc on revient plus bas, donc on sait désormais que d rond y sur d rond x,
c'est égal à la tangente de θ. Alors vous allez me dire, ouais, ça sert pas à grand chose pour l'instant, ce qu'on a là. Attendez une minute. Maintenant, on va faire la dérivée seconde par rapport à x de dy. Du coup, ça vaut la dérivée par rapport à x de tangente de θ. Moi ici, j'aurais pu faire des normales vu que θ ne varie... Ah non, excusez-moi, il faut bien mettre... Donc ici, on met bien des ronds de tangente θ sur des ronds x, parce que θ aussi varie en fonction de x, bien sûr, mais en fonction du temps aussi. Vu que l'onde va se propager en fonction du temps et en fonction de la position en x aussi. Du coup, il faut bien écrire de nouveau des ronds, même si vous voyez, je suis très mauvais pour les écrire. Soit. On va désormais opérer ce qu'on appelle un changement de dérivée. Donc c'est quelque chose qu'on fait, je vais pas dire très souvent, mais qui est très important de connaître et qui va nous permettre de simplifier énormément notre calcul ici. Donc on va appliquer un changement de dérivée. Alors, donc on a ici de notre côté gauche, donc toujours d carré y, d rond carré y sur d rond x carré est égal à d rond sur d rond x, donc ceci. Et ça maintenant je vais le multiplier par dx sur dθ fois dθ sur dx. Ne criez pas, je sais que j'aurais dû mettre des ronds, mais ça m'embête un peu de les faire. Donc fois tangente θ. Et puis vous avez tous compris que c'était des dérivées partielles. Alors, ceci, maintenant, on va pouvoir simplifier les dx entre eux. Et donc, on va se retrouver avec d carré y sur... Bon, de nouveau, ici, c'est des ronds, normalement. Fois d rond sur dθ, tangente θ, fois dθ sur dx. Donc quand je dis que j'ai appliqué un changement de dérivée, c'est le cas parce qu'ici on avait la dérivée par rapport à x de tangente θ et maintenant la dérivée par rapport à θ de tangente θ. Pardon, ici c'est un égal, je ne sais pas pourquoi un fois c'est glissé. Donc on a juste fait apparaître une dérivée en plus, une dérivée supplémentaire ici, mais qui nous a permis de changer notre dérivée ici. Alors, pour ceux qui ne se rappellent plus, la dérivée de tangente x, ça nous donne 1 sur cos carré de x. Donc ici, x vaut θ, tout simplement. Du coup, ceci vaut... Donc, je vais réécrire toute l'équation en même temps. Alors, d carré y... Oh là là, décidément, les d ronds ne passent pas. Sur d rond x carré, nous fait 1 sur cos carré de θ fois dθ sur dx. Voilà, voilà. Et donc maintenant, vous allez me dire, ouais, mais à quoi ça a servi de faire tout ce charabia? Eh bien, à une chose très simple, c'est que ici, dans notre première équation que j'ai notée, je vais d'ailleurs l'encadrer, donc ici, on avait des ronds, dθ sur dx. Et maintenant, ici, on a aussi dθ sur dx. Donc, on peut isoler dθ sur dx. Et donc, dθ sur dx vaut cosinus carré fois d rond y, d rond carré y sur dx carré. Et donc, on se retrouve avec notre dθ sur dx, on va pouvoir le réinjecter dans notre première équation finalement. Donc, si on reprend l'équation 1, et qu'on injecte ceci dedans, ça va nous donner cos de θ, pardon, ici j'ai oublié un θ, θ c'est perdu, fois cos carré de θ, fois d rond carré de y sur, donc la dérivée seconde de y par rapport à x, est égale, donc on a bien remplacé notre dθ sur dx par ce qu'on a trouvé ici, est égal à mu sur f fois d rond carré y sur dt carré.
Donc, cos de θ fois cos carré de θ, ça nous donne cos cube de θ, donc fois d carré y sur dx carré est égal à mu sur f fois d carré y sur dt carré. Et alors là, une autre simplification est de mise. Donc on sait que θ est très petit. Donc le cosinus cube de θ est presque égal à 1. Donc on va se permettre cette simplification. Et donc on trouve que d carré y sur dx carré, c'est égal. En fait, ici, il est quasiment nul, pour la simple et bonne raison qu'on travaille avec des dérivés, donc des delta infinitésimaux, et donc on a des valeurs tellement faibles pour dy et dx que le cosinus, on peut vraiment l'approximer par 1 parce qu'on travaille avec des valeurs infinitésimales. Donc revenons à notre équation. Donc ceci a été simplifié. Donc I égale à mu sur f fois carré y sur dt carré. Voilà. Donc on se rapproche finalement de plus en plus de ce qu'on cherche. Je vais poser ici l'équation numéro 2. Je vais l'encadrer directement cette fois-ci. Et maintenant, on va résoudre tout simplement cette équation. Alors, on va poser que y de x et t, on sait que c'est une onde linéaire, et l'équation d'une onde, c'est tout simplement l'amplitude fois le sinus du nombre d'ondes fois la position, moins la vitesse, la pulsation, pardon, fois le temps. Donc tout ceci est très beau. Donc on va faire la dérivée seconde par rapport à t et la dérivée seconde par rapport à x pour savoir ce que vaut ces deux termes-ci. Donc on va commencer par la, je ne sais pas moi, par la dérivée par rapport à x, vu qu'elle est à gauche. Donc ça, c'est tout simplement, donc on doit dériver deux fois ceci. Donc une première fois, donc ça nous donne en dérivant une première fois par rapport à x, donc ça nous donne, ici je vais écrire ceci ainsi, a fois cos de kx moins oméga t, le tout fois k, vu qu'on a dérivé par rapport à x. Donc ça, c'est dérivé une première fois. Donc j'écris qu'on va devoir encore le dériver. Et donc ceci, ça nous donne moins k carré à sinus de kx moins oméga t. J'espère que vous savez comment on fait une dérivée partielle. En fait, on doit tout simplement dériver deux fois par rapport à x, sans se préoccuper des t. Du coup, t devient une constante vu qu'on dérive par rapport à x. Et donc une constante dans un sinus ou dans un cosinus, elle reste telle quelle, elle ne change pas. Par contre, ici, on a une constante multiplicatrice devant notre x qu'on va dériver, et du coup, il va falloir la sortir de notre dérivée. Bon, j'espère que vous connaissez vos formules de dérivée. Je ne vais pas entrer plus là-dedans, sinon on n'est pas fini. On a déjà presque 25 minutes pour un seul énoncé. Donc vous voyez, la physique, c'est passionnant. Hein. C'est incroyable tout ce qu'on peut trouver comme équation pour se casser la tête. Donc voilà, donc on a trouvé notre première dérivée partielle. Et on va trouver notre deuxième dérivée seconde partielle. Et donc ceci vaut tout simplement, on va trouver la même chose que par ici. Donc je vais même pas me fatiguer à faire deux fois la dérivée. Hein. Vous savez quoi? Kx moins oméga t. Et donc voilà, on a trouvé notre deux dérivées secondes. Et donc on va réinjecter ça dans l'équation 2. Alors, on va trouver donc, pof pof pof, ceci vaut tout ceci, donc moins k carré a sinus kx moins oméga t égale à mu f, faire attention à ne pas oublier, fois moins oméga carré a sinus kx moins oméga t. Voilà. Alors,
de part et d'autre, on a des termes qu'on peut simplifier. Donc on peut simplifier le A, on peut simplifier le sinus. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve, Mazette? On trouve que, on peut aussi simplifier le moins, on trouve que K carré, donc je disais, on trouve que K carré est égal à mu sur F fois oméga carré. Or, on sait que le nombre d'ondes, K, vaut la pulsation sur la vitesse. Alors si vous ne me croyez pas, on définit le nombre d'ondes comme 2pi sur lambda. Alors, oméga, c'est tout simplement... On va approcher la caméra. Oméga, c'est tout simplement... Donc je disais... Donc si vous ne me croyez pas, tout simplement, oméga, c'est 2pi fois f. Donc k égale 2pi fois f. Et la vitesse, c'est lambda fois f. Les f s'en vont. Du coup, on trouve bien 2pi sur lambda qui est égal à oméga sur v. Donc c'est génial, parce qu'on va pouvoir remplacer notre k carré par oméga carré sur v carré. Et du coup, on obtient oméga carré sur v carré est égal à mu sur f fois oméga carré. Et donc, ceci, on va trouver que v carré est égal à tout simplement à f sur mu. Et du coup, on trouve notre vitesse qui était l'un des éléments à trouver. V est égal à la racine de f sur mu. Et donc, on a fini. Vous en rendez peut-être même pas compte, mais on a notre... ici, notre équation 2 qu'on cherchait au départ. C'est l'équation qui nous était demandée au départ. Hein. Si vous retournez dans l'énoncé, vous verrez que c'est bien ce qu'on cherchait. Et on a trouvé aussi que notre vitesse, c'est racine de f sur mu. Et donc, on peut même réécrire l'équation numéro 2. J'ai foutu la caméra dessus. Donc, on peut même réécrire l'équation numéro 2 comme ceci. Pf est égal à 1 sur v carré. 1 sur v carré, ça fait mu sur f, hein, comme dans l'équation numéro 2 que je viens de vous montrer, fois d carré y sur dt carré. Pouf, c'est fini. Et donc on trouve notre réponse à notre question par une analyse dynamique, c'est-à-dire avec la corde en mouvement. Donc on a bien établi l'équation d'onde linéaire, celle-ci. On a bien trouvé la vitesse, qui est la racine de la tension de la corde sur la masse linéique de celle-ci. Et voilà, j'espère que cette démonstration vous aura plu. Je ne sais pas si elle vous servira, mais au moins vous avez vu toutes les simplifications, toutes les méthodes mathématiques utilisées pour arriver à ce résultat, qui sont, je trouve, très intéressantes, parce qu'on ne pense pas assez souvent à faire des changements de dérivés, par exemple. On ne pense pas forcément assez souvent à appliquer ces formules de trigonométrie pour simplifier un sinus de a plus b. Enfin, il y a plein de petites choses que je trouvais très intéressantes dans cette démonstration. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous la faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile, et je vous dis à la prochaine.